l'époque prénatale, l'accouchement et les instants qui suivent l'accouchement. Alors, il y a tout un paquet de questions Je là-dessus. comprends bien, la moitié des questions se rapportent à ce qui se passe après. Aussi le lien entre le fœtus et la maman, la future maman. Bon, allons-y. Quel genre de communication peut-il y avoir entre le fœtus et la mère, par exemple? Bon, ce qui est intéressant de constater, enfin, les mères qui portent un enfant nouveau l'ont sans doute constaté, c'est que normalement, lorsqu'une mère porte un enfant ancien, la relation entre la mère et l'enfant peut, disons, perturber ou instruire l'enfant. C'est-à-dire que ce que va vivre la mère peut influencer l'enfant. En ce qui concerne l'enfant nouveau porté par la mère, c'est plutôt l'inverse. La mère aura des phénomènes qui viendront de l'enfant nouveau. Cela veut dire que la procédure normale que devrait suivre une femme lorsqu'elle a un enfant, selon la normalité, c'est-à-dire que si elle va suivre un cours de maternité, bon, elle va suivre un cours de prématernité, alors elle apprend ce qui peut arriver lorsqu'on a un enfant, lorsqu'on porte un enfant, des certaines choses, des sautes d'humeur, des ceci, des cela. Il y a de fortes chances que lorsque la femme portera un enfant nouveau, que ce ne soit pas nécessairement la même chose. Qu'elle vive des mécanismes qui sont tout à fait énergétiques, des suctions d'énergie ou encore de l'information, de l'instruction. Ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est amusant. Je suis pas peurant, c'est amusant. C'est que l'enfant nouveau lui-même, déjà, lorsqu'il sera à l'état de fœtus, commencera déjà à s'amuser avec la mère. Tandis que normalement, l'enfant ancien attend après sa naissance. Alors la mère va avoir des suctions d'énergie qui vont de temps en temps la mettre complètement à terre, mais pas pour 1 heure ou 2, mais ça peut être très long. Elle aura en même temps le feeling énergétique qu'il n'y a rien d'anormal, elle n'a pas de médicaments à prendre, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Elle vivra des étapes émotives où elle n'aura plus d'émotions. Alors, elle sera hautement perturbée par l'énergie qui descend attirée par le fœtus en croissance. Plus l'enfant sera, disons, proche du terme de la naissance, plus la mère aura un contact avec une intelligence qu'elle ne connaît pas si c'est une mère qui n'a pas l'expérience de l'intelligence supramentale. Cela veut dire que l'enfant qui est porté par une mère normale obligera la mère à entrer en contact supramental, c'est-à-dire à entrer dans une phase intuitive supramentalisée qui, évidemment, pourra être tout à fait colorée par la femme ancienne si elle n'est au courant de rien, c'est-à-dire si elle n'a pas de processus évolutif mental, bref, si elle n'est pas dans une phase de conscientisation. Mais veut pas, la mère sera transportée là où l'enfant doit être amené pour que l'énergie puisse faire l'œuvre qu'il doit faire dans le sein de la mère. La mère ne peut pas ignorer ce qui va arriver à l'enfant au niveau de sa croissance fœtale à l'intérieur même de la mère. Donc, dépendant de la qualité physique de l'enfant, la mère pourra vivre des processus énergétiques qui ne sont pas inhérents à sa propre évolution, mais qui de toute façon obligeront une évolution nouvelle ou plus rapide ou une évolution saltatoire de la mère par le fait même qu'elle porte un enfant nouveau. Alors, ce n'est plus la mère qui va influencer l'enfant, ce sera beaucoup plus l'enfant qui va influencer la mère. Maintenant, on parle au niveau, disons, vital, astral, mental et supramental. Si on regarde au niveau physique, évidemment, l'enfant ne peut pas influencer la mère plus qu'un enfant normal parce que le corps physique est similairement le même, sauf au niveau de la gestion programmative des neurones, donc du cerveau. Par contre, évidemment, la mère qui fume va un peu influencer l'enfant. La mère qui se drogue peut influencer l'enfant. La mère qui tombe ou la mère qui a des accidents peut un peu influencer l'enfant. Tandis que la mère qui vit des contextes émotifs relativement douloureux ne peut pas influencer l'enfant. Donc, la mère qui est en chicane, la mère qui vit la mortalité de son mari, la mère qui vit des contextes émotifs, n'influencera pas la gestion évolutive ou conceptuelle du fœtus chez elle. Tandis que l'enfant ancien, normalement, peut sortir traumatisé d'une gestation qui aura été émotivement perturbée. L'enfant nouveau, non. Ça touchait un peu cette question-là. Durant une grossesse, que fait le fœtus des différentes expériences vécues par la mère? De quelle façon la femme peut-elle agir pour intelligencer ces expériences ou empêcher qu'un effet nocif arrive jusqu'au fœtus? Bon.
l'effet émotif peut influencer le corps de l'enfant nouveau, c'est-à-dire que si l'effet émotif chez la mère enclenche une transformation ou une transposition de l'effet émotif dans son plan physique, évidemment, ça peut là influencer l'enfant. Alors, prenons l'exemple d'une mère qui aurait subitement peur ou qui aurait peur régulièrement. Si chaque fois qu'elle a peur, elle a suffisamment peur pour que le système endocrinien se mette en marche de façon à exprimer la peur, alors automatiquement, au niveau de la circulation des hormones par le sang, le fœtus sera hyper nourri d'hormones lui aussi, d'hormones qui normalement devraient instruire son corps à vivre les mêmes plans émotifs que la mère. Donc, normalement, le fœtus saura que la mère a peur parce que les hormones qui, maintenant, nourrissent son corps, stimulent la peur dans son corps. Prenons l'exemple de l'adrénaline. Chaque fois que la mère sécrète un taux élevé de catécholamine, disons d'adrénaline, bien évidemment, le fœtus est nourri par le sang de la mère, donc il goûtera lui aussi à cette accélération ou à cette augmentation d'adrénaline dans le sang, quelles que soient les hormones qui seront sécrétées, quelles que soient. Alors, automatiquement, le fœtus peut avoir une altération physique, mais il ne peut pas avoir d'altération au niveau de son plan émotif, c'est-à-dire que même son corps physique, s'il commence à vivre la peur, à l'instant où on a des récepteurs spécifiques à l'adrénaline, par exemple, qui vont être stimulés, lorsque le corps physique est suffisamment évolué au niveau de l'enfant pour avoir des récepteurs adrénergiques, donc récepteurs qui vont être stimulés par l'adrénaline, l'enfant va donc être capable de copier, c'est-à-dire de recevoir le fait qu'émotivement, sa mère vit de la peur. Évidemment, il n'a pas de conscience suffisamment évoluée chez lui pour pouvoir dire « ma mère a peur ». Sauf que vibratoirement, la correspondance vibratoire physique par le fait que le corps vit un état ne pourra pas venir s'imbriquer dans l'évolution vibratoire de la psychologie de l'enfant. Donc, l'enfant ne pourra pas être coloré par la peur de la mère au niveau du plan psychologique ou astral, ni au niveau du plan mental, mais il pourra être altéré à la longue par un excès d'hormones émises par les sécrétions dans le sang de sa mère. Donc, à la longue, évidemment, corporellement parlant, l'enfant peut sortir perturbé, mais il ne sera pas perturbé au niveau psychologique par la vie émotive de sa mère. Si l'on veut avoir une réponse peut-être terre à terre, moins la mère sécrétera d'hormones au niveau de son système endocrinien, d'hormones reliées à l'expression de la psychologie, moins le bébé, donc moins le fœtus, qu'il soit ancien ou nouveau, n'aura d'altération. Sachons que l'enfant ancien aura des altérations au niveau d'ordre psychologique, vibratoire, c'est-à-dire qu'il pourra expérimenter mémoriellement ce que la mère vit déjà, ce qui le mettra en confrontation avec le monde extérieur qu'il ne connaît pas, ce qui évidemment crée des traumatismes, disons, pré-naissance et qui vont évidemment s'échelonner par la suite. Tandis que l'enfant nouveau peut, s'il y a des cadences physiques, une usure prématurée, par exemple, du corps physique, reliée à une hypersécrétion d'hormones, différents types d'hormones, peuvent amener l'enfant à avoir des problèmes physiques, mais pas d'ordre psychologique. Moins la mère vit de phénomènes émotifs qui engendrent une expression du corps astral par le corps physique par sécrétion d'hormones. Donc, moins la mère vit d'accélération cardiaque reliée à l'émotivité. Si la mère court, la mère sécrète des hormones, par exemple, ou si, bon, il n'y a pas tellement d'hormones de sécréter, mais si son cerveau, son bulbe rachidien, par exemple, émet des ordres, des informations pour que le cœur s'accélère, pour que la respiration s'accélère. Si le cervelet se met à fonctionner, si tout ça marche, ça n'influence pas l'enfant. Par contre, si c'est au niveau émotif, alors au niveau émotif, l'être humain émet différentes formes d'hormones qui permettent l'expression astrale par le biais du corps vital dans le corps physique. Et chaque fois que l'être humain a émotivement une réaction physique, c'est très facile à comprendre, émotivement, si vous avez une réaction physique, sachez que physiquement, l'enfant a aussi la même correspondance parce que ce qui crée votre réaction physique est hormonal, donc transmis par le sang. C'est-à-dire que les glandes endocrines sécrètent leurs hormones directement dans le sang. Le sang nourrit le bébé. Donc, plus la mère a de phénomènes émotifs exprimés par une correspondance de son propre physique, des rougeurs, des ceci, des cela, des transpirations, des empêchements de dormir, des tremblements, enfin, tout ce qui pourrait normalement être exprimé au niveau endocrinien, évidemment, le fœtus est nourri de ça. Moins, plus on fait attention, mieux c'est, à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on a une émotion où on se met à transpirer, ou qu'on a honte, ou on a ceci, ou on a cela, que veut pas, on détruit le fœtus. On ne détruit pas le fœtus. Sauf qu'on on pose une question, qu'est-ce qui pourrait nuire, par exemple? Alors, l'hyperstimulation hormonale va nuire, ça va de soi. Jusqu'à quel point l'alimentation est-elle importante durant la grossesse?
Bon, sachez une chose, c'est que l'alimentation est surtout importante pour la mère et non pas pour l'enfant. Parce que l'enfant va se nourrir avant la mère. Donc, si la mère prend la même quantité si la mère donne à l'enfant ce que l'enfant a besoin, la mère sera maigrichonne, laide, flétrie, elle sera pas bien. Mais l'enfant va être bien. Si la mère ne se nourrit pas suffisamment pour nourrir l'enfant, l'enfant va aussi en souffrir. Là, on parle de malnutrition. Mais ici, on n'est pas, comme tel, mal nourri en fonction de la quantité. On peut être mal nourri en fonction de la qualité, mais ça, c'est autre chose. L'enfant a besoin des constituants de la mère. La mère étant celle qui va digérer et non pas l'enfant, automatiquement que la mère mange de la viande, des légumes ou quoi que ce soit, l'enfant n'aura que le constituant non astralisé, c'est-à-dire moléculaire, de sa nourriture. Cela veut donc dire que karmiquement, ou évolutivement parlant, qu'une mère mange de la viande ou qu'elle mange des légumes, des patates, des fruits, des choses comme ça ne change rien au niveau du plan évolutif ou du plan réincarnationnel de l'enfant. Par contre, plus la mère prend des toxines qui ne sont pas éliminées par son corps, plus l'enfant va devoir vivre avec ces toxines. Mais normalement, encore une fois, la mère va éliminer suffisamment les toxines, elle peut en souffrir, tandis que l'enfant à peu près pas. L'alimentation doit être faite en fonction de la corporification de l'enfant. Cela veut dire que l'alimentation doit être faite en fonction des minéraux, en fonction des vitamines, en fonction des protéines qui sont nécessaires à la gestation d'un enfant. Donc, on mange un peu plus que normalement et on essaie de manger équilibré en ce sens. De toute façon, il y a suffisamment d'informations qu'on peut aller chercher. Chose certaine, c'est que si la mère se porte bien, l'enfant est bien nourri. Alors, si on ne veut pas lire, on n'a qu'à s'écouter, ce que ferait normalement une femme nouvelle. Alors, elle va manger, elle va avoir des feelings, des idées, l'enfant va lui parler, l'enfant va lui dire ce qu'il a besoin. Et automatiquement, la mère va être capable de manger. Si la mère se porte bien, c'est que l'enfant a ce qu'il a besoin, parce que sinon, l'enfant va le chercher dans la mère. Le cherchant dans la mère va se porter mal. Si la mère, par exemple, ne prend pas suffisamment de calcium, pour que les os de l'enfant et ses dents, disons, les processus prédentaires se fassent normalement, ça va se faire normalement. Par contre, la mère risque de souffrir d'ostéoporose. Elle aura des problèmes de tachycardie. Il y aura des problèmes chez la mère, mais pas nécessairement chez l'enfant. Si la mère se porte bien, si la mère vibre bien, si la mère se sent en forme, l'enfant est bien nourri. Peux-tu nous parler de l'accouchement idéal pour un enfant nouveau? Ouais, tapez-le pas quand il sort. Bon. Premièrement, il faut comprendre que une chose importante qu'il faut comprendre. Il y a certaines personnes, à un moment donné, dans le PMC, dans le programme aide-contrôleur, qui nous demandaient qu'est-ce que ça foutait d'apprendre la génétique au niveau du PMC4. De quelle façon, génétiquement, ça se transmet. De quelle façon, une rose rose et une rose blanche vont créer des roses roses pâles ou une rose rouge va créer des roses roses, etc. Bon. De quelle façon, à travers une rose rouge et une rose blanche, on a à un moment donné une rose rouge qui ressort à travers un paquet de roses roses et une rose blanche. Bon. Ça permet de comprendre la mécanicité qui fait que vous êtes ce que vous êtes par rapport à vos parents et ça permet de comprendre ce que va être l'enfant. Cela veut simplement dire, et pourquoi on l'enseigne au niveau du PMC, c'est parce que ça doit être cellularisé. Juste en parler comme ça, ce n'est pas nécessairement suffisant. Lorsque la personne le comprend mathématiquement, lorsque ça devient une évidence, si maintenant on lui explique le processus ésotérique ou le processus évolutif de la transmission génétique de l'amélioration de l'homme, elle sait, comprend. Cela veut dire que chaque fois que vous apprenez une chose, non plus mémoriellement, mais lorsque vous la cellularisez. Cellulariser, c'est un terme qui veut dire lorsque ça devient génétiquement inscrit. Lorsque génétiquement vous êtes un être qui ne peut pas être, par exemple, haineux. Vous ne pouvez pas haïr. C'est moléculairement impossible, atomiquement impossible chez vous. Cela veut dire que génétiquement, dans votre code génétique, il y a une clé chimique qui fait que psychologiquement ou endocrinalement parlant, vous ne pourrez pas émettre ce genre d'émotion. Cela veut dire que lorsque l'humain évolue, il a toujours pensé qu'il devait éduquer l'humain qui suivait. Et c'est là la lacune. Ça a été bon dans l'Antiquité parce que l'humain évoluait non intelligemment, ce qui fait que l'humain se devait, pour pouvoir évoluer plus rapidement, d'instaurer l'évolution éducationnelle, l'instruction ou l'éducation pour permettre l'amélioration. Cela veut dire que l'enfant venait au monde guerrier, orgueilleux, vulcain, violent.
Et on devait l'instruire que la paix existait, que le bonheur existait, que tout ce que lui ne vibrait pas existait, et on devait le forcer lorsqu'il était jeune, malléable, fessable, qu'il fallait qu'il arrive à avoir la paix, fallait qu'il aime les autres, fallait que ceci, fallait que cela. Maintenant, à la longue, à force d'éduquer cela, on finit par avoir un être humain qui naît et qui déjà d'instinct, il ne recherche pas la guerre. On a donc des enfants qui sont plus pacifiques. On a des enfants qui déjà d'instinct recherchent autre chose. Ça a pris des millions d'années. Et plus ça va vite. Cela veut dire que maintenant, il y a ceci. L'éducation ou l'instruction va, dans les sociétés de l'avenir, être une toute petite part de la vie évolutive de l'enfant et du temps de relation entre l'adulte et l'enfant passé. Cela veut dire que l'enfant n'aura pas besoin d'apprendre ce que génétiquement il a reçu comme programmation. Autrement dit, nous prenons un ordinateur. L'ordinateur est construit avec une ROM, une mémoire morte. Une mémoire qui, même si on éteint l'ordinateur, ne disparaît pas. Elle ne peut pas mourir, elle n'est pas vivante. Donc, une mémoire morte. Cette mémoire, elle est le constituant génétique de l'ordinateur, c'est sa programmation. Elle est faite comme ça. Lorsque j'ouvre l'ordinateur, c'est écrit « Ordinateur machin chouette, ready ». Il le sait qu'il doit écrire ça, et il me donne une couleur d'écran, et il attend. À partir de ce moment donné, je peux écrire des choses. Et là, je rentre une mémoire vive, une mémoire vivante, la RAM. Et si mon ordinateur a 60K RAM, je peux rentrer jusqu'à un certain nombre de facultés mémorielles dedans mon ordinateur, donc je peux la programmer. Mais à l'origine, l'ordinateur, lorsqu'on l'allumait, il foutait rien. Alors le technicien devait mettre des chiffres, mettre des codes, un système binaire, pour programmer l'ordinateur de façon à ce qu'elle finisse par dire « ready », prête. Alors, à un moment donné, la personne s'est dit, tout ce que j'ai besoin qu'elle fasse, au lieu de toujours l'instruire trois fois qu'elle vient au monde, toute fois que je l'allume, je vais l'inclure dedans sa mémoire morte, sa ROM. Et maintenant, l'ordinateur, je l'allume et il y a un langage basic qui est prêt à me recevoir, qui est une programmation qui n'est pas le langage normal de l'ordinateur, qui lui fonctionne en assembleur, en numérique, mais elle, maintenant, lorsque je l'allume, le langage basic qui va me permettre, moi, de communiquer avec elle, devient instantané, c'est la mémoire morte. Et je trouve que mon ordinateur a évolué. Donc, si j'ai un ordinateur qui me permettrait de faire que des calculs d'astronautique, tous les fois que je l'allume, je ne mettrai pas un logiciel d'astronautique pour lui mettre sa mémoire. Je vais le bâtir de façon à ce que lorsque je l'allume, qu'il me dise « ordinateur d'astronautique prêt à fonctionner ». Si j'ai besoin d'un ordinateur que pour faire du traitement de texte, je ne mets pas un logiciel de traitement de texte dedans pour l'instruire. Je le bâtis en fonction, lorsque j'allume, traitement de texte à votre service. Alors, l'évolution se transmet génétiquement de la même façon. Toujours instruire l'enfant de certaines choses si les adultes le cellularisent. Donc, si cela devient tellement vibratoire pour vous que vous n'avez plus besoin de technique, que vous n'avez plus besoin de vous en rappeler, que vous n'avez plus besoin de vous le faire dire, que vous êtes comme ça. Lorsque l'humain est en paix, parce que l'humain est conçu pour être en paix, parce que l'humain n'a plus besoin d'apprendre à être en paix, parce que l'humain ne peut plus oublier que la paix existe, lorsque l'humain ne peut pas faire autrement qu'être en paix. Alors on va dire l'humain est programmé, exactement comme présentement vous êtes programmé. Lorsqu'on vous crie des bêtises, vous ne pouvez pas faire autrement que d'en souffrir. À divers degrés, oui, c'est la mémoire, l'éducation, l'expérience, donc la RAM. Alors, la mémoire que vous avez présentement qui vous constitue, si vous l'acceptez comme étant vous, quelle différence y a-t-il? Est-ce qu'elle soit inscrite dans votre code génétique plutôt que dans votre code chimique mémoriel ou énergétique mémoriel? Aucune. Il y aurait une différence majeure. Par contre, c'est que lorsque vous avez obtenu un résultat, vous ne pouvez plus jamais l'oublier ou le perdre. Tandis que lorsque c'est inscrit dans la mémoire chimique ou vitale, donc astralisé vitalement de l'astral, lorsque c'est dans votre mémoire, vous faites des pas, puis à un moment donné, vous oubliez. C'est vrai, quand j'étais jeune, c'est quand même, je faisais... Puis là, je suis devenu plus colérique, puis bon, mais ça se passerait plus. Alors, quel problème y a-t-il à ce que tout ce que vous bénéficiez comme évolution soit maintenant inscrit à jamais dans une mémoire, ce qu'on pourrait appeler morte, ROM, de votre code génétique? Donc, qu'est-ce qu'il y aurait de mal à ce que il y a de bien chez vous devienne cellularisé? Cellularisé veut dire pas appris, pas juste compris, pas intellectualisé,
On y pense même plus. C'est naturel chez nous d'être comme ça. On a cellularisé le fait que vous deviez respirer. Oubliez comme vous oubliez, une chance qu'on l'a fait. On a cellularisé le fait que le cœur devait battre. On a cellularisé un million de choses. Mais pourquoi maintenant ne cellulariserions-nous pas d'autres choses? Comme, par exemple, un désassujettissement du système endocrinien au plan émotif, de façon à ce que le plan émotif ne se serve plus du corps en l'usant, en le tuant, en le rendant malade, en le faisant vieillir, pour s'exprimer. Ah, c'est une bonne chose. Ayez peur si vous voulez, mais c'est pas nécessaire que votre cœur pompe pour vous le dire, que vous transpiriez, que vous rougissiez, que vous shakiez, que les dents se promènent de même. C'est plus nécessaire. Pourquoi vous ne pourriez pas avoir peur comme ça? Au moins, ça use plus le corps. Pourquoi vous ne pourriez pas être en colère sans que les poings se serrent tout seuls? Sans que tout le corps se mette à marcher tout seul? Pourquoi ne pourriez-vous pas être en colère comme ça? Ah, mais c'est plus humain. Non, c'est divin. Mais rendu à cette étape-là, à un moment donné, vous ne serez plus en colère, non plus. Mais est-ce que ça pourrait être transmissible aux enfants, le désassujettissement du système endocrinien au plan émotif astral? Bien oui. Cela veut dire que chaque fois que vous évoluez, que vous apprenez quelque chose, si à un moment donné, vous n'avez plus besoin de vous en rappeler, de relire, de vous rafraîchir, ça devient normal. Vous aimez vivre, par exemple. Et si vous avez une personne qui est dans le même état que vous, c'est sans doute cellularisé. On a des peuples qui mettent des enfants au monde, des peuples de guerriers. On a des peuples de pacifiques. Ça se transmet par la génétique. Vous allez dire, il y a le cadre, il y a le milieu, oui. Mais prenez un enfant guerrier, placez-le dans un cadre correct, vous allez avoir des maudits problèmes avec. Le milieu ne fait pas tout. Si la mémoire rome de l'enfant n'est pas adaptée à recevoir une rame de paix, ça ne marchera pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que chaque fois que l'être humain évolue, il cellularise des choses. Sauf qu'il les cellularise très peu. Donc, l'évolution est lente et elle doit se faire par l'éducation. Mais au niveau de l'intelligence de l'humain actuel, il doit, et certains en sont déjà capables, mais il va être de plus en plus capable de comprendre l'intelligence, de l'avoir pour lui. Je fais une technique et j'abandonne la technique, je reste ce qu'elle m'a amené. C'est cellularisé. Je fais une technique qui m'amène la paix, je lâche la technique, je reste en paix, c'est cellularisé. Je lâche la technique, je retombe comme j'étais, c'est pas cellularisé. Ça vous a jamais appartenu. Lorsque cela est fait, les parents peuvent du moins, pouvoir avoir un enfant. L'accouchement de l'enfant doit être inscrit dans la tête des parents. C'est-à-dire que l'enfant qui va accoucher, on ne doit pas penser que seul un corps physique arrive. Il faut bien comprendre que tant que l'enfant est dans le sein de sa mère, tant que l'enfant est dans l'utérus de la mère, physiquement, il se sent protégé. Et il l'est. Il est dans sa coquille. Vitalement, il est nourri par la mère. Émotivement, au niveau du plan astral, il est la mère. Il est la mère. Mentalement, ce n'est presque pas constitué parce que la cérébralité de l'enfant n'est pas prête. La programmation de son cerveau va se faire dehors, entre la naissance et l'adolescence. La grande partie va se faire entre l'adolescence et l'âge de 3 ans. Et ça va être finalisé vers l'adolescence. Lorsque le cerveau est constitué, le système sexuel peut commencer à fonctionner, l'énergie vitale peut descendre au niveau des glandes sexuelles et l'enfant devient adolescent. Un peu fou. Bon, normal, il manque d'énergie vitale au niveau du cerveau, il est un peu fou. On appelle ça la crise de l'adolescence. L'accouchement idéal. Les accoucheurs doivent savoir que l'accouchement n'est pas une maladie et n'est pas un accident de parcours. Et ça, même si ça paraît évident, c'est relativement oublié de toute notre science médicale. La preuve, on doit accoucher en état d'urgence. Au cas que tout ce qui arrive presque jamais arriverait. Même si tout est correct, même si tout est prévisiblement correct. Donc, l'accouchement, aujourd'hui, est encore une chose dangereuse, presque un accident, sinon une maladie. Regardons simplement l'idée que les jeunes filles se font lorsqu'ils sont malades une fois par mois. Ils sont menstrués, ils ne sont pas malades. L'accouchement, c'est similaire.
L'accouchement doit donc être fait par des personnes qui savent très bien que l'accouchement n'est pas un accident. Et la mère doit savoir très bien émotivement que c'est une partie d'elle qui s'en va. Elle le sait, elle va le vibrer, c'est son bébé. Mais elle doit savoir que ça s'en va, ce n'est plus son bébé. La mère doit savoir que son enfant lui appartient tant qu'il est à l'intérieur d'elle. À l'instant où l'enfant est sorti, ce n'est plus son enfant, c'est un enfant. Et ça crée des contextes d'affection émotive ou d'attraction qui, lorsque l'enfant est sorti, va permettre à l'enfant d'être immédiatement placé dans un cadre où il pourra rejoindre son intelligence, plutôt que de rejoindre l'intelligence de sa mère. Ça ne veut pas dire que l'enfant doit être un biberon de caoutchouc, on peut le mettre sur le sein de la mère. Ce que ça veut dire simplement, c'est que la mère ne doit pas exprimer de l'énergie émotive comme si c'était sa possession. Parce que l'enfant qui quitte le sein de sa mère, automatiquement, doit se désassujettir. C'est une partie de l'ego de la mère qui sort, et l'enfant est la mère. Si, au niveau de l'attraction émotive de la mère, ça attire l'enfant au complet, il se plug sur la mère. Alors, il devient assujetti déjà là à une intelligence collective. Et ce n'est pas bien pour un enfant. Surtout pas pour un enfant nouveau. Donc, l'enfant doit être pris en considération comme étant un être humain, à part entière, qui n'a pas la faculté d'être viable seul, soit, mais pas une appartenance, une possession, un objet. Même si on dit, c'est pas un objet, je l'aime, c'est mon enfant, ça change rien, c'est un objet lorsqu'on en fait cela. Ce n'est pas un être humain, c'est son être humain. L'accouchement peut se faire dans un hôpital. L'état d'urgence, même s'il est mécanique, ne doit pas être psychologique. La femme qui se fout royalement de savoir qu'ils sont 8 obstétriciens à attendre en cas qu'il faudrait l'avorter, qu'il faudrait ci, qu'il faudrait ça, si elle s'en fout royalement, que tout va bien, qu'elle est dans un monde à elle où il n'y a pas d'état d'urgence d'accouchement, émotivement, le fœtus ne vit pas l'état d'urgence. Sinon, ça ne peut pas fonctionner convenablement si déjà là, la mère a des problèmes. On a déjà dit un jour que la femme, à partir de ce moment-là, devrait enfanter dans la douleur. On a tout instruit la femme, n'est-ce pas? Que tu enfanteras dans la douleur. La femme enfante dans la douleur depuis que l'homme est sexué. Des choses que vous ne savez peut-être pas tous, mais à un moment donné, l'être humain était plutôt unicellulaire, même si la cellule était grosse, et il se reproduisait par transpiration, par division, comme les cellules le font. Lorsque l'humain devient pluricellulaire, il devient sexué. Étant sexué, à partir de ce moment donné, étant sexué, l'homme et la femme sont créés. Et la femme qui devra enfanter, autrement que par transpiration ou d'autres mécanismes, à la fin de la race lémurienne, la femme commence donc à enfanter, comme tous les mammifères le font. Alors, c'est pas une punition par la douleur. Maintenant, la femme peut arriver à enfanter sans douleur. Mais ça, c'est autre chose, on n'a pas le temps d'en parler s'asseoir. Le processus de l'accouchement va donc être impeccable si la femme sait très bien qu'elle va permettre à un corps de surgir, à un être humain, à un être planétaire de naître, de surgir. Et qu'elle sait intelligemment qu'elle a la fonction, étant donné ce qu'elle a accepté, de pourvoir à la vie vitale, physique de l'enfant, c'est tout. L'enfant sera lui-même pourvoir à sa vie psychologique et mentale. Lorsque l'enfant aura besoin, la mère pourra donner. Lorsque l'enfant aura besoin, n'importe qui pourra donner. Et automatiquement, on a un cadre d'accouchement qui est absolument impeccable, que ce soit à la maison, dans une ambulance, dans un taxi ou à l'hôpital. C'est préférable l'hôpital, la maison que le taxi. Et la maison, c'est pas nécessairement plus préférable. Sachez une chose, c'est que l'enfant se fout royalement de savoir si les draps sont blancs ou roses. C'est la mère. L'enfant se fout royalement de savoir s'il est dans un hôpital à odeur d'alcool ou d'éther ou dans une maison à odeur de d'autres choses. Ils s'en fout. C'est la mère. Si la mère n'est pas dans un état d'urgence, d'alerte, si la mère est dans un état pacifique, où elle accomplit un processus, l'accouchement est parfait. Si l'enfant est mort-né à l'accouchement, ça ne change rien. Dans un état d'urgence, dans les pires états d'urgence des hôpitaux, avec toute la science, on perd souvent des bébés. Et ça, c'est une chose extrêmement importante. La mère décide d'accoucher chez elle, elle fait venir une sage-femme, peut-être un médecin, et l'enfant meurt.
J'aurais donc dû aller, oui, non. On en perd aussi à l'hôpital. Alors, si les précautions intelligentes sont prises, si l'enfant a à vivre, il va vivre. Si l'enfant n'a pas à vivre, il ne vivra pas. Quelles que soient les précautions. Alors, c'est évident que si la mère sait que son enfant se présente par les fesses, elle n'accouchera pas chez elle. Que si l'enfant se présente par les pieds, elle n'accouchera pas chez elle. Pour des raisons mécaniques. Parce que le cordon ombilical est placé sur le nombril. Et lorsque les pieds sortent, le cordon sort avant la tête. Et lorsque la tête vient pour sortir, elle doit s'écraser sur le bassin de la mère, écarter le bassin de la mère, donc écraser le cordon ombilical, ce qui fait que tout le temps que le travail se fait pour expulser la tête, le bébé n'a plus de circulation sanguine, donc il devient bleu, noir et il risque de mourir. Il y a des choses que l'on sait aujourd'hui et c'est parfait, on s'arrange en conséquence. Tout ce qu'il n'y a, pas d'état d'alerte. Ben, les hommes qui ont eu des femmes qui ont couché savent très bien. D'ailleurs, la farce traditionnelle, c'est que le bébé et le père se portent bien. Bon. L'enfant est le constituant génétique du père et de la mère. Tout ce qui a été cellularisé chez le père et chez la mère vont donc être ce qui va se mélanger au niveau de l'acide désoxyribonucléique, de l'ADN, pour pouvoir créer une génétique permettant l'apparition d'un enfant. Le spermatozoïde contient tout le père. L'ovule contient tout la mère. Enfin, presque tout le code génétique. Lorsque les deux vont s'agencer ensemble, il va y avoir une mutation, une fusion, pour qu'on puisse redonner la quantité normale de... Bon, je ne peux pas prendre de termes trop compliqués. Disons simplement que, au niveau chimique, la moitié de l'évolution du père est transmise par le spermatozoïde. Au niveau de la mère, la moitié de tout son règne évolutif est transmis. Lorsque les deux s'unissent ensemble, ça crée un règne complet, total d'évolution, ce qui va donc pouvoir maintenant permettre la création d'un enfant. Lorsque l'enfant grandit, il est surtout assujetti au plan émotif de sa mère, et si c'est un enfant nouveau, il va être surtout régi, et par le plan émotif de sa mère, mais à peine, par le plan énergétique supramental qui l'attire et qui va permettre la croissance normale, coordonnée de son système cérébral et de son système laryngé. Lorsque l'enfant vient au monde, il est évidemment attiré par la mère énergétiquement. L'enfant aime sa mère, l'enfant est la mère. Donc, la mère doit accoucher. Le père doit recevoir l'enfant. Aussi banal et aussi spirituel que cela puisse paraître, à ce stade d'évolution, l'enfant est physique, vital, quelque peu astral, à peine mental, en potentiel mais pas en actuel. Le père peut recevoir l'enfant, ce qui fait qu'attractivement parlant, cela va énormément aider l'accouchement. Le père doit toujours être présent à l'accouchement. Maintenant, le père qui est en état d'alerte, en état d'urgence ou qui souffre pour la mère, lui, on peut peut-être le mettre dans un vestiaire ou dans un casier. Sauf que normalement, essayons d'avoir deux êtres humains qui comprennent ce qui se passe et le père doit être là pour pouvoir recevoir l'enfant. C'est de beaucoup préférable que le père accouche la mère. De cette façon, le père accouche l'enfant comme la mère accouche l'enfant. Si on veut avoir une correspondance juste facile pour comprendre, c'est l'enfant de la mère, elle le garde. C'est l'enfant du père, il le veut. Donc, l'enfant va sortir plus facilement. On a une correspondance émotive. Donc, le père doit assister à l'accouchement et, si possible, le père doit accoucher la mère. Le médecin qui check. Mais qui se pousse. La première fois que moi j'ai accouché un bébé, je n'avais jamais accouché de bébé. Exactement. C'était la première fois. C'est donc la même chose pour tous ceux pour qui c'est la première fois. C'est pas. On peut demander à un médecin, la majorité des hôpitaux vont être d'accord, est-ce que je pourrais assister à l'accouchement d'un autre? Et si la mère est d'accord, le père va pouvoir venir. Alors, on aura vu. Ça se fait tout seul. La seule chose à faire attention, c'est de ne pas l'échapper quand il sort. Mais ça se fait tout seul. Et c'est le rôle du père. Accoucher l'enfant. Beaucoup de questions aussi maintenant sur l'éducation des parents ou leur rôle, comment se comporter avec un enfant nouveau au sein de la famille, par exemple. Bon, il y a des phrases clés à ne jamais employer avec les enfants nouveaux.
Normalement, quand on dit à un enfant, je te comprends, mais l'enfant dit, hey, tu me comprends pas à la tarte. Ce que tu veux faire, là, ça, je comprends ça, c'est parfait. Mais, tu comprends rien, c'est pas parfait, parce que mais. Donc, il y a des choses à faire attention, c'est que comment se comporter avec un enfant nouveau au sein de la famille. Essayez d'être humain. C'est-à-dire que l'enfant a besoin, lui aussi, d'une forme d'amour. Mais l'amour de l'enfant nouveau sera beaucoup plus régi par son intelligence plutôt que par son plan de désir. Ce qui fait que lorsque l'amour, c'est quoi l'amour? C'est une attraction intelligente qui relie deux phénomènes émetteurs et récepteurs. Et tout est amour. Les molécules, les atomes s'aiment. Tout s'aime. Ma feuille se tient en un morceau parce que chaque molécule qui la constitue s'aime. À un point tel que je devrais mettre en masse d'énergie, d'amour des deux extrémités, attirer par là et attirer l'autre bord pour finir par briser cet amour-là. L'enfant intelligent ne peut pas vivre, ne peut pas servir. Il peut comprendre qu'il peut servir à un moment donné à assumer les trous émotifs des parents, ou de grand-maman, ou de grand-papa, ou de mon oncle, ma tante. Sauf que lui ne peut pas vivre cela. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant nouveau n'a pas besoin des autres au niveau du plan émotif. Et c'est là, sans doute, ce qui nuit le plus à l'enfant nouveau, c'est qu'on essaie absolument de lui faire ingurgiter la nécessité de dépendre émotivement de l'extérieur. Ça fait mal à un enfant nouveau. Autrement dit, l'enfant nouveau ne s'ennuie pas. Il est seul, il s'assume, il est bien. Et parce qu'il est bien et seul, il devient, pour l'homme normal, un être un peu parfait qui rend nostalgique. Et c'est pas long que la nostalgie d'admiration face à l'enfant se transforme en tristesse. Mais la tristesse que l'être humain ressent, il va rapidement la projeter sur l'enfant. Et là, il va penser que l'enfant est triste, mais que l'enfant ne le dit pas. Et toute la foutue psychologie va venir lui dire que l'enfant est renfermé, pogné. Amenez-moi-les. L'enfant nouveau on doit le laisser libre. Il doit lui-même expérimenter les choses. On ne peut pas lui dire ce qui est bon pour sa santé. Chaque fois qu'on parle à un enfant nouveau, on doit s'arranger pour que ce qu'on lui dit, si l'on veut qu'il comprenne quelque chose, soit fait de façon logique. Et normalement, les parents anciens fonctionnent de façon émotive. Tu feras plus ça. Je veux plus. L'enfant nouveau, je veux plus, c'est pas une raison. Lui, il veut plus, mais moi, je veux. Tu feras plus ça. Pourquoi? Parce que, non. Donnez une raison qui vous satisferait, vous. Ça risque de le satisfaire, lui. Mais donnez pas une raison que vous-même vous refuseriez de quelqu'un d'autre. Parce que lui, il ne pourra pas l'accepter de vous. Ça devient suffisamment facile. Mais sachez une chose, c'est que l'enfant nouveau dans une famille ancienne oblige toute la famille à évoluer. Il crée des contextes psychologiques d'évolution. Si vous voulez vibrer avec un enfant nouveau, il doit vous transformer. Parce que lui ne pourra pas vivre avec des mémoires, avec votre personnalité. L'enfant on doit le laisser libre. Si l'enfant ne déjeune jamais le matin, demandez-lui pourquoi. Dites-lui pas qu'il faut déjeuner. Il déjeune. Lui va vous répondre, je déjeune à 2 heures de l'après-midi. C'est simple. Je casse mon jeûne de la nuit, mais à 2 heures de l'après-midi ou à 8 heures. On lui demande pourquoi et si vous communiquez par l'intelligence ou par la logique avec un enfant nouveau, toujours vous aurez des réponses. Si vous communiquez par le plan émotif avec un enfant nouveau, vous allez toujours vous faire envoyer chez le diable. Il ne pourra pas vous parler. Autre chose, on ne doit jamais poser une question à un enfant nouveau et se servir de sa réponse contre lui. Jamais plus il ne vous répondra. Point fou. Pourquoi tu ne manges pas le matin? Parce que j'en sens pas le besoin physique. Non, à un moment donné, je sens que j'ai faim, fait que je mange, je grignote ça. Mais le matin, je me lève, puis non.
Puis à un moment donné, on va commencer à se servir de sa réponse contre lui. Un jour, il se lève, il mange. Le parent se lève, il file pas. Ah bon, il me semblait que tu ne mangeais pas le matin. Oui, il me semblait que tu filais pas pour manger le matin. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? C'est correct, le cave. Correct. Un matin, je filais pour manger. C'est la même maudite réponse que tout le temps. Je mange quand je file pour. Un matin, je me suis levé, je filais pour. Ouais, c'est à cause que j'ai acheté telle affaire, hein? Tout se peut, puis après. Mais non, si on prend une réponse d'un enfant nouveau pour on la revire contre lui n'importe quand, capoute. Un autre exemple, pour carrément brimer un enfant nouveau qui est encore un peu jeune, l'enfant nouveau commence à suivre, ça, mettons, donne un exemple, il veut suivre des cours de yoga. Il s'inscrit à un cours ou deux, un matin, il file pas. Alors la mère, ouais, c'est ça, hein? Ça veut faire du yoga, mais c'est même pas capable de faire sa chambre. Ouais, le yoga va l'avoir dans le derrière en tabarouette. Puis l'enfant risque de plus jamais rien faire tant qu'il ne sera pas sacré son camp de chez ses parents. Parce que tout le cadre est un cadre abominable, anti-enfant nouveau. Si l'enfant est suffisamment avancé, un enfant de 10, 11, 12, peut-être 9 ans, dépendant encore du cadre, il ne répondra plus jamais à ses parents, il ne leur parlera pas pour la simple raison que l'enfant nouveau d'instinct va développer un racisme. Il va s'adresser à ceux qui sont de sa vibration, il va s'adresser à ceux qui font l'effort d'être de sa vibration et il ne s'adressera jamais aux autres. Sauf pour les manipuler, mais jamais pour vivre une relation. Alors, comment se comporter avec un enfant nouveau? C'est la meilleure école pour apprendre à se transformer. En direction de la réalité, de la vie et des choses naturelles. Des questions qui concernent le nom de l'enfant. Comment le nomme-t-on? D'où ça vient le nom que l'on va donner à l'enfant, etc. Bon. Une chose très importante, c'est qu'on choisit le nom de l'enfant lorsque l'enfant, on l'a dans les mains. Bon. Et si on veut avoir une réponse tout à fait correcte, l'enfant devra choisir son nom lorsqu'il sera apte à choisir son nom et il aura le privilège de changer de nom quand bon lui semblera, à la condition de nous avertir. Ouais, pour qu'on puisse l'appeler. Ça, c'est la réponse. Depuis bon nombre d'années, j'ai accumulé plein de vêtements et plein de livres. Ils sont dans une pièce où j'ai du mal à pénétrer puisque c'est trop encombré. J'ai beaucoup de mal à me défaire de la moindre guenille, pourtant je suis consciente que c'est autant de boulets. Comment expliquer ce phénomène? Suis-je lié à de vieilles mémoires ou en train de m'enterrer vivante? Bon, évidemment, je crois bien que la personne a la réponse dans sa question. C'est une personne transitive, c'est-à-dire qu'elle a le feeling de sortir, puis en même temps, il y a une personne ancienne chez elle qui a le feeling de rester en dedans, on est bien. Alors, quand je faisais ceci, ça, c'est on prend un petit briquet qu'on achète, clic. On ajuste la flamme très haut et on met le feu là-dedans. Tout ce qui, de toute façon, telle que la question elle est posée, c'est bien évident que la personne elle a le grenier plein et le grenier est en train de l'écraser. On ne peut pas être quelque chose de neuf tout en voulant rester ce qu'on était lorsqu'on était plus vieux. Normalement, plus l'être humain vieillit, plus il doit devenir jeune. Neuf. Plus l'être humain vieillit, plus il conserve ce qui le force à vieillir et plus il vieillit. Quel que soit ce qui arrive. Exactement comme l'enfant aime changer de linge de temps en temps. Il aimait ça, il aime plus ça. Radical, raide, fini. L'enfant évoluant plus rapidement que l'adulte a besoin plus rapidement que lui de changer de choses. Maintenant, l'enfant éduqué d'une façon collective peut vivre d'autres phases. L'adulte doit lui aussi changer. On a eu des civilisations qui, à toutes les 21 années, défaisaient tout, brûlaient tout, les peaux, les vêtements, tout ce qu'ils avaient, sauf leur temple. Et ils bâtissaient un nouveau temple par-dessus. Les Mayas. Il ne faut pas faire comme les Mayas. Mais ce qui serait intéressant de faire, c'est que de temps en temps, après 2, 3 ou 4 ans, revérifier tout ce qu'on a et essayer de faire peau neuve. Pas poursuivre la mode.
ça vous va encore ou ça ne vous va plus? Ça ne vous va plus changer. Oui, mais ça peut toujours clairer ça. Alors, la personne qui a ces problèmes-là, bien évidemment, la solution, elle est dans sa réponse. Elle demande elle-même qu'elle demande. Si elle demande, c'est qu'elle voit bien qu'elle est en train de se faire étouffer. Si elle a de la difficulté à s'en sortir, c'est pas compliqué. C'est que toute la personnalité de l'homme ancien est... L'homme ancien peut exister que s'il sait qu'il a vécu. Donc, pour pouvoir confirmer qu'il a vécu, parce que l'homme ancien est une bête absolument apeurée. Les mémoires ne peuvent pas suffire. Donc, on garde des bibelots, on garde les cheveux, on garde les photos, comme tout à l'heure, je disais. Alors, la personne est l'homme ancien ou la femme ancienne chez cette personne, se doit de conserver toutes ses antiquités pour la simple raison que ça vient confirmer le fait mémoriel qu'elle est, parce qu'elle a été. Et si elle se débarrasse de tout, elle va perdre une partie d'elle. C'est en plein ça. Et c'est ce que l'on doit faire, perdre une partie de soi. La partie traînante, la partie épeurée, la partie niaiseuse qui, comme telle, ne veut pas du neuf. Parce qu'elle a toujours une réponse. Ouais, mais le neuf, c'est pas du vieux. Ah oui, tout ce qui est neuf, vous ne le connaissez pas. Tout ce qui est neuf n'a pas été expérimenté, tout ce qui est neuf n'est pas dans vos mémoires. Et c'est pourquoi on a peur de l'inconnu. Oui, mais l'inconnu, je connais pas ça. Puis comme on connaît à partir de ses mémoires, l'inconnu fait peur. Le neuf, c'est pas du vieux. C'est ça. Simplement ça. Tout ce qui est vieux empêche le neuf. Clair et ça. Il restera que le neuf. Il restera pas grand-chose. Sauf que ça aura peut-être la chance de commencer à être quelque chose. Riez jaune, j'espère. Serait-il possible pour une personne qui souffre d'aberration mentale partielle de retrouver le chemin de la santé mentale par une méthode quelconque, se rapprochant de l'homme nouveau? Ça. Bon, la personne qui souffre d'aberration mentale, il faut simplement qu'on puisse diagnostiquer clairement de quelle façon son aberration est. L'aberration mentale regarde-t-elle le plan mental? Ou l'aberration mentale regarde-t-elle le plan neurologique, donc psychologique, disons? Si on parle d'une maladie mentale dans le sens conventionnel, on parle donc d'une maladie psychologique. Ça n'a rien à voir avec le plan mental, disons, tel que moi je l'élabore. Si la personne souffre d'aliénation mentale, donc, en ce sens, une aliénation au niveau structurel, je répète que si c'est de naissance, il n'y a possiblement rien à faire. La personne qui est là, elle a un plan évolutif qui lui permet d'assumer une partie du karma collectif, un karma qui est donné soit par la génétique, soit par la conservation mémorielle de nos traditions et de nos sociétés. Donc, elle devra vivre sa vie parce que sa fonction est de nous laisser vivre la nôtre. Si la personne souffre d'aliénation mentale qu'elle a acquis, si ce n'est pas suite à des traumatismes cérébrales, et même encore là, il y a des moyens. Il n'y a pas de moyens tout à fait normal dans nos hôpitaux aujourd'hui, mais il y a effectivement des moyens, il y aura de plus en plus de moyens pour que ces personnes puissent retrouver leur plein potentiel au niveau psychologique. Il faut bien comprendre que les personnes qui souffrent d'aliénation mentale de naissance, donc innée, ne peuvent pas être guéries. Et n'ont pas non plus à être guéries. Toute la partie normale, disons, ou naturellement, potentiellement efficace chez elle, doit être développée, au même titre que l'humain qui apparemment ne souffre pas de ce problème mental. Ce que je veux dire, c'est que celui qui souffre de problème mental doit être placé dans un cadre adapté à lui, de façon à ce qu'il puisse vivre dans un monde qui correspond avec sa faculté de le percevoir, un peu ce qu'on a tenté de faire dans les asiles, sauf qu'on en a tellement mis qu'à un moment donné, il a fallu structurer, et puis les personnes qui étaient dans ces asiles ou dans ces centres hospitaliers n'avaient plus de cadre pour eux. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit créer un monde qui permette à ces personnes de pouvoir vivre aussi normalement dans leur monde que nous vivons normalement dans le nôtre. Parce que, soit dit en passant, un génie pourrait traiter d'arriérer tous les autres. Mais vu que tous les autres constituent la masse, eux autres vont traiter l'autre de génie. Et eux autres vont traiter d'arriéré celui qui est plus faible. Mais si les arriérés ont un monde qui est propice à leur évolution, l'arriéré mental a des lacunes au niveau de l'apprentissage de certaines choses. Par contre, il a des potentialités aussi bonnes que les vôtres au niveau de l'apprentissage de d'autres choses. Alors, on doit trouver et on doit les placer dans un monde qui correspond avec le leur.
On ne doit pas leur imposer le nôtre. L'arriéré mental, lorsque l'on va dire « oui, mais si on le place dans un cadre à lui, il va finir par mourir parce qu'il ne mange plus, il fait ceci, il fait cela ». Ce n'est pas compréhensible par l'homme ancien, mais si dès l'instant où on place un homme dans un cadre adapté à lui, s'il meurt, c'est qu'il n'avait pas à vivre. Et même si l'homme ancien ne peut pas comprendre cela, c'est exactement ce qui arrive lorsqu'un sergent des forces armées dit à un journaliste « Je suis cochon, dur et détesté de mes hommes, parce que lorsqu'ils vont être sur le champ de bataille, je ne tiens pas à ce qu'ils meurent tous. Alors je leur botte le cul tout de suite dans le bout, je les force, et si un jour ils sont pris à se battre, ben ils seront suffisamment entraînés pour survivre. » Le pauvre type qui se ramasse sur un champ de bataille et qui a réussi à fuir tout ce que le sergent disait, lorsqu'il y a une balle, vient lui rafler un peu le cuir chevelu. Ce gars-là est un gars mort, même s'il y a encore un peu de vie chez lui. Lorsqu'un être humain sur la planète n'est pas adapté à l'évolution de la planète, il disparaît. Ça l'a toujours été comme ça, sauf depuis que l'humain souffre de la disparition de ses semblables. Lorsque l'être humain a la faculté de pouvoir corriger, c'est que cela doit être corrigé. Lorsque l'humain n'a pas la faculté de corriger, c'est que cela ne doit pas être corrigé. Si l'on observe convenablement ce que l'on fait ou ce que l'on a fait avec les arriérés, la grande majorité servent de cobayes. Et si je dis cobaye, ça froisse. Mais non, mais oui. Demandez à ceux qui s'en occupent. Cobaye. Et même cobaye. Alors, qu'est-ce qui est humain? Leur donner la chance de revenir dans un corps complet ou ça servir comme cobaye pour essayer de comprendre la psychologie de l'homme? Imaginez-vous, pour essayer de vous comprendre, vous, on étudie les fous. On ne peut pas comprendre la psychologie de l'homme. Celui qui a une arriération mentale de naissance doit être placé dans un cadre qui pourra le supporter et dans lequel lui pourra développer sa plénipotentialité. Si aucun cadre planétaire ne peut lui permettre, c'est qu'il n'a pas à être. Maintenant, je dis cela. Quelqu'un qui connaît un arriéré mental ou quelqu'un qui a un problème, qui a une personne comme ça chez elle, ne peut pas créer ce cadre. Je disais cela pour expliquer une mécanique, un principe. C'est un phénomène social. Je le redirai peut-être dans 10 ans, lorsqu'on aura les personnages à la tête qui pourront peut-être comprendre des choses. Pas immédiatement. Je le disais pour expliquer un principe. Celui qui vit avec une personne qui est aliénée doit s'arranger pour découvrir toutes les facettes de potentialité évolutive chez elle. Pas en envisager ou en créer, en imaginer. Elle doit s'arranger pour bâtir un cadre et lui donner ce qu'elle a besoin pour pouvoir apprendre. Autrement dit, elle fait comme on doit faire avec n'importe quel humain. Laisse-la libre, observe. Ce qu'elle a besoin, elle va le savoir. Si elle ne peut se le donner parce que la société la bloque, donne-lui. C'est tout. On ne peut pas vouloir prendre une personne que l'on catalogue d'arriéré mental pour pouvoir en faire une personne normale. Vu qu'on est tous des arriérés, c'est comme si un arriéré dans un asile voudrait que l'arriéré pire que lui devienne au moins aussi arriéré que lui. Ce serait similaire. Non. On est comme on est. Et on développe ce qu'on peut développer. La personne qui souffre d'aliénation mentale, à qui? Elle, c'est autre chose. Elle a un karma sur son dos. Donc, elle assume le poids collectif de quelque chose. Ce n'est pas nécessaire de savoir quoi. C'est simplement nécessaire de s'organiser pour pouvoir orchestrer la personne de façon à ce qu'elle ne serve plus de récipient. Sachez une chose, c'est que si un récipient doit être utilisé, si on vous guérit, un autre sera malade. Et lorsque vous connaissez quelqu'un qui souffre de ce problème ou si vous souffrez de ce problème, guérissez-le, guérissez-vous. Et l'autre qui sera malade, il se démerdera pour se guérir. Et lorsqu'on tombera sur une personne qui deviendra aliénée et qui ne pourra pas se guérir ou être guérie, on pourra dire que maintenant, le karma a trouvé le bon récipient. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez une verrue, vous dites, oui, mais c'est comme, prenons un rhume, c'est le mieux comprendre. Chaque fois que notre rhume s'en va, c'est l'autre qui l'a. C'est habitué. La grippe. Ce qu'il ne faut pas penser, et ça c'est typique de l'homme ancien, c'est que si j'ai la grippe, prenons l'exemple que si je me guéris, qu'automatiquement, prenons l'exemple, lui, François va l'avoir. Alors je me dis,
Ah, mais c'est pas bien, ça, là. Moi, j'aime autant la voix de bord parce que ça va être lui. Si vous pensez comme ça, restez comme vous êtes. Vous allez effectivement être le récipient parfait. Mais si vous avez la faculté évolutive de changer ça, lui aura la grippe. Et si lui n'a pas la faculté évolutive de changer ça, c'est bien mieux que lui l'aille, la grippe. Parce que vous êtes un être qui pouvait faire de quoi. Et si lui arrive aussi à s'en sortir, un autre l'aura. C'est parfait. Lui aura eu l'expérience comme j'ai eu l'expérience, puis l'autre aura l'expérience. C'est tout. Mais lorsque l'humain se dit, oui, mais oui, on aime penser comme ça, mais vous n'êtes pas prêt, par contre, à donner toute votre bouffe à ceux qui en manquent, hein? À couper votre électricité pour laisser les oiseaux pouvoir vivre convenablement, à cesser de rouler en auto, en autobus, etc., pour cesser de polluer. On veut, tant que ça ne nous touche pas trop. Alors, tant qu'à penser égoïstement, pensons-le jusqu'au bout, donc intelligemment. Si François attrape la grippe, je pourrais lui refiler tous mes moyens pour qu'il s'aide, pour que ça parte. Mais moi, ma première fonction est d'être au maximum ce que j'ai à être. Ma première fonction n'est pas d'endurer tout ce que les autres voudront bien me donner. C'est pas la fonction de l'humain, d'avoir un cœur large à un point tel qu'on vient tout planter nos couteaux là-dedans. Alors, l'arriéré qui est acquis, on doit s'arranger pour tout mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on ne passe pas sa vie à guérir lui, parce que là, on vient fou pour l'autre. Sociétairement parlant, tout doit être placé en œuvre pour que la personne devienne ce qu'elle était, elle. Pas normal, ce qu'elle était, elle, avant. De toute façon, un rhume de cerveau, c'est pas bien grave. Ça prouve au moins qu'on a de l'esprit. Qu'on a au moins un cerveau. Hein. Alors, 4 questions sur la même feuille. On va les voir une après l'autre. Oui, j'aime mieux. Est-ce que cela veut dire qu'un enfant nouveau n'a aucune crainte? L'enfant nouveau, s'il est instruit dans un cadre nouveau, ne peut pas avoir de crainte. Il apprendra par contre à être prudent par intelligence. Il saura, mais il n'aura pas peur. Un enfant nouveau peut-il avoir la force de grandir tel qu'il est, même si ses éducateurs sont anciens? Oui, mais là, c'est un enfant nouveau spécial. C'est-à-dire que c'est un maudit bon enfant. N'y a-t-il pas de risque à laisser un enfant expérimenter ce qu'il veut? Bon, à un moment donné, je vais faire une conférence typiquement sur l'éducation même de l'enfant nouveau. Sachons une chose, c'est qu'il y a 3 paramètres au niveau d'éducation. Le premier paramètre, c'est l'observance sans jamais s'impliquer. Donc, on laisse l'enfant faire ce qu'il veut, mais on sait. Dans une société intelligente, tous les adultes observeraient les enfants. Donc, ce serait drôlement mieux. Parce qu'à l'instant même où l'enfant sort de votre perception sensorielle, qu'il soit à l'école, dans la rue ou ailleurs, vous ne pouvez pas savoir. Tandis que les adultes dans la rue peuvent savoir. Mais vu qu'on a une belle société collective où tout le monde se pue l'un l'autre, on laisse tout aller. Disons que la première chose, c'est l'observation sans intervention. Lorsque l'enfant se rapproche d'un danger, il y aura toujours observation sans intervention. Il doit expérimenter. Lorsque l'enfant approche réellement du danger au point que sa vie, ou surtout sa vie, peut commencer à être en jeu, il peut y avoir observation, intervention, mais à l'insu de l'enfant ne sait pas. Autrement dit, l'enfant va concevoir l'événement comme si la vie l'aurait régi, même si la vie l'a régi par votre intervention. Et si ça ne fonctionne pas, là, on arrive à la 3e phase, la dernière, observation, intervention directe dans le cadre de l'enfant. Normalement, dans nos sociétés actuelles, étant donné qu'on est relativement paresseux, on va immédiatement à la phase intervention directe. L'enfant mange trop de caramel, on doit intervenir pour lui dire qu'il va avoir mal au ventre. Non, il n'y a pas de danger pour sa vie, qu'il ait mal au ventre. Vous lui expliquerez après. Là, on va comprendre. Il arrive ceci, il arrive cela, il arrive cela. Là, il va comprendre. Lorsque la vie de l'enfant est en danger, il y a intervention à l'insu de l'enfant. Je vais donner un exemple. Lorsque, par exemple, l'enfant s'approche souvent d'une carrière, on doit s'arranger pour obliger la municipalité, la compagnie ou ces choses-là à voir à ce que les enfants ne puissent pas tomber dans la carrière. Personne ne fait rien. L'enfant se rapproche toujours. On doit commencer l'intervention directe. Parce que l'intervention indirecte ne fonctionne pas. L'enfant doit comprendre émotivement s'il n'a pas suffisamment d'intelligence, dépendant de son âge, ou la logique du danger. Ça, c'est les 3 phases de l'éducation. Une dernière, peut-être qui concerne le physique. Quelles sont les modifications vécues au niveau du support physique dans le processus de création de l'homme nouveau?
Bon. Ce qui va surtout être transformé, c'est la grosseur de l'hypothalamus au niveau cérébral. Toute l'orchestration, donc il y aura plus de plis au niveau du cortex cérébral chez l'homme nouveau. Il y aura plus de cellules gliales au niveau du contexte cérébral de l'homme nouveau. Et tout le système endocrinien sera tout à fait désassujetti, c'est-à-dire qu'on n'aura plus un asservissement de la sécrétion hormonale par interaction de l'expression émotive au niveau de l'homme nouveau. Surtout. Il y a d'autres petites choses, mais qui sont relativement banales. Une chose importante, c'est que de quelle façon... C'est que karmiquement, au niveau de la procréation génétique, l'homme nouveau ou l'enfant nouveau aura donc à assumer certaines choses, à brûler certains karmas, à transformer, à personnaliser son être-té, à se désassujettir de la génétique de ses parents. Lorsque l'homme nouveau est complet, génétiquement, il ne ressemble absolument plus à ses parents. Il est venu au monde et on ne sait pas d'où il vient. Même s'il a été généré par une mère, il n'a plus le groupe sanguin de la mère, il n'a plus le code génétique de la mère, il n'a plus rien à voir avec ses parents. Bon, pour peut-être expliquer un peu plus, de toute façon, c'est un peu karmique le phénomène, c'est-à-dire la génétique est karmique, la mémoire est karmique, la société est karmique. Bon, la semaine prochaine, la conférence, c'est comment et pourquoi subissons-nous le karma? Ça s'adresse à l'homme transitif, ça s'adresse à l'homme ancien, à l'homme nouveau. Et je crois de toute façon qu'on va répondre d'une façon assez ample sur ce mécanisme. Et si ça vous intéresse, de toute façon, la semaine prochaine, on ne parlera pas que du karma banal. Maintenant, comment le subissons-nous? Et pourquoi? On va donc voir aussi comment intelligencer son karma pour transformer un karma en leçon. Ce ne sera plus un karma. Alors, bonne fin de semaine, karmisez-vous pas trop. Merci beaucoup, Daniel. Bonsoir.